Elle disait qu'elle m'aimait. Disait que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. On avait des projets, des rêves. Un avenir. Puis, la dispute. Petite, stupide, le genre que tous les couples ont. Je suis parti, j'ai pris du recul, je suis revenu pour m'excuser. Mais la police était là. Et son visage. Un masque de larmes, de peur, et d'un mensonge que je ne parviens toujours pas à comprendre. Il m'a frappé. Il a menacé de me tuer. Des mots qui ont résonné dans la salle d'audience, chacun un clou dans mon cercueil. Les égratignures sur son bras, le bleu sur sa joue qu'elle a dû s'infliger elle-même ou qu'elle a trouvé le moyen de simuler. Les larmes, si convaincantes. Sa performance était impeccable. La mienne, un silence stupéfait, de l'incrédulité. Comment a-t-elle pu? Pourquoi a-t-elle fait ça? Mon avocat, un homme bien, a essayé. Mais son histoire, ses larmes, son statut de victime, c'était trop puissant. Le jury l'a cru. Ma propre famille, mes amis, ils m'ont regardé avec doute. Il semblait si calme, disait-il. Comment aurait-il pu être capable d'une telle violence? L'absence de casier judiciaire, ma nature tranquille, cela a joué contre moi. Cela a rendu son histoire d'une explosion soudaine plus crédible. Maintenant, je suis assis ici. Chaque jour est une bataille contre l'amertume. Contre le « pourquoi ». Elle a refait sa vie. J'entends dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre maintenant. Elle vit sa vie, libre. Pendant que je pourris. Le poids de sa promesse rompue, de son mensonge malveillant, c'est plus lourd que ces murs de prison. C'est une trahison qui atteint le cœur même de mon être. Et le cri silencieux, c'est pour la vie que j'ai eue, la confiance que j'ai donnée, et la vérité que personne n'a voulu entendre. Samuel, la réputation en ruine. J'avais un nom. Une réputation bâtie sur 30 ans de travail honnête, à guider de jeunes esprits, à servir ma communauté. J'étais Samuel. Respecté. Apprécié. Et puis, elle est arrivée. Une jeune étudiante troublée. Brillante, mais volatile. Elle m'a accusé de quelque chose d'indicible. Contact inapproprié. Quelques séances de tutorat privé, un échange de tard le soir sur un projet innocent. Professionnel. Mais elle a dépeint un tableau de manipulation, d'abus de pouvoir. Son témoignage, larmoyant et convaincant, parlait d'une jeune fille vulnérable que son professeur avait abusée. Mes collègues, les parents de mes élèves, la communauté, ils se sont retournés contre moi instantanément. Les gros titres hurlaient. L'indignation était palpable. Personne ne voulait entendre ma version. Le poids de l'accusation était trop lourd, le récit trop convaincant. Il n'y a pas de fumée sans feu, chuchotait-il. Ma femme, mes enfants, ils m'ont soutenu, farouchement. Mais j'ai vu la douleur dans leurs yeux, la honte qu'ils portaient par association. Ma carrière, l'œuvre de ma vie, s'est envolée en un éclair. Mon bon nom, terni au-delà de toute réparation. Je n'ai pas seulement perdu ma liberté. J'ai perdu ce que j'étais. J'ai perdu le respect qui me définissait. Le silence dans cette cellule est assourdissant, mais le jugement silencieux du monde extérieur est plus bruyant. C'est le son d'un bon nom qui tombe en poussière. Et la partie la plus agonisante, il n'y a rien que je puisse faire pour le restaurer. Ma voix, autrefois si respectée, est maintenant réduite au silence, enterrée sous un mensonge. C'est la mort d'une réputation. Marc, l'écho d'un CRI d'enfant point ma fille. Ma petite fille. Son rire était mon soleil. Ses câlins, ma force. Elle était tout. Et maintenant, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. 2 ans d'anniversaire manqué, d'étapes manquées. Parce que sa mère, mon ex-femme, a juré sur une pile de Bible que j'étais un danger. Il a menacé de l'emmener. Il était instable. Il a consommé de la drogue devant elle. Des mensonges. Chaque mot. Nous avons eu une bataille de garde amère, oui. Mais je ne ferai jamais, jamais de mal à mon enfant. Je me battais pour passer plus de temps avec elle, pour son bien. Elle le savait. Mais elle avait les larmes, la peur dans sa voix, les preuves fabriquées. Un petit sachet de drogue hâtivement placé. Un message texte menaçant, trafiqué à partir d'une dispute furieuse sur la pension alimentaire. Mes anciens problèmes de dépression, pour lesquels j'avais ouvertement cherché de l'aide, ont été transformés en instabilité mentale. Le juge, les travailleurs sociaux, ils ont vu une femme terrifiée pour la sécurité de son enfant. Ils ont vu un homme, moi, acculé, bégayant, incapable d'exprimer la profondeur de son innocence face à une telle vague de tromperies calculées. Chaque nuit, j'entends son cri. Pas un vrai cri, mais l'écho de ce que j'imagine qu'elle crie. Se demande-t-elle où je suis? Pense-t-elle que je l'ai abandonnée? Croit-elle les mensonges de sa mère?
c'est la vraie torture. Il ne s'agit pas seulement de ma liberté. Il s'agit de ma relation avec ma fille, déchirée par la vindicte d'une femme. Le cri silencieux est celui de ma fille, un son qui me brise le cœur 1 million de fois, sachant que je ne peux pas l'atteindre, pas la réconforter, pas lui dire la vérité. Robert, la honte de l'incroyable. C'était un malentendu, un mauvais rendez-vous. Elle s'est saoulée, est tombée, s'est blessée. J'ai essayé d'aider. Elle a paniqué, a dit que je l'avais agressée. Juste comme ça. Une rencontre fortuite s'est transformée en cauchemar. Je leur ai dit la vérité. Toute la vérité, embarrassante, banale. Mais ses larmes coulaient facilement. Son bras meurtri, ses cheveux ébouriffés, ça peignait un tableau. Non, c'est non, ne cessait de répéter le procureur. Et j'étais là, un homme, automatiquement présumé être l'agresseur. La honte, c'est une chose vivante. Elle s'accroche à moi, plus froide que n'importe quelle cellule de prison. La façon dont la police me regardait, la façon dont le jury détournait le regard. Les murmures du public, les regards dégoûtés. Mes propres parents, que Dieu les bénisse, ils viennent me voir, ils me croient. Mais je vois la dévastation silencieuse dans leur visage. Comment prouver un négatif? Comment prouver que vous n'avez pas fait quelque chose quand la seule preuve est sa parole contre la vôtre et que la sienne est baignée de larmes? Je me sens sale, souillé, même si je n'ai rien fait de mal. Le système, le public, ils m'ont déjà jugé. Mon innocence semble non pertinente. Je porte cette honte non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce qu'ils croient que j'ai fait. C'est la honte d'être totalement, complètement incroyable. Le cri silencieux est le mien, résonnant dans cet espace creux, un rappel constant que ma vérité n'était pas suffisante. Je suis ici, innocent, mais marqué, pour toujours, par un mensonge. Si vous voulez plus de cette vidéo, soutenez-nous en aimant et en partageant. Abonnez-vous également pour les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé. Chris, la vérité ensevelie par la vengeance. Elle m'a quitté pour un autre homme. Une rupture nette, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons tout partagé. Pas de rancune, juste 2 personnes qui prenaient des chemins différents. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que la police vienne frapper à ma porte. Elle a dit que je la harcelais, que je la menaçais, que je lui envoyais des messages intimidants, que je plaçais des dispositifs de suivi sur sa voiture. Des mensonges, tout ça. Fabriques. Mais elle était maligne. Tellement maligny. Elle a créé de faux comptes email, s'est envoyé des messages depuis des numéros intraçables, a même trouvé un tracker GPS bon marché qu'elle avait elle-même acheté et placé sur sa propre voiture. C'était de la vengeance. Une vengeance pure et simple, parce que j'avais tourné la page trop vite ou trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Elle voulait me détruire. Et elle y est presque parvenue. Mes alibis étaient fragiles. Le témoignage de ma nouvelle petite amie a été rejeté comme étant biaisé. Le schéma de harcèlement, bien que simulé, semblait convaincant aux yeux des étrangers. Je l'ai regardé au tribunal, un tableau de terreur fragile, ses yeux jetant occasionnellement un regard froid et triomphant vers moi. Elle voulait me faire du mal, et elle l'a fait. Profondément. Non seulement ma liberté, mais ma foi en la connexion humaine, en la décence fondamentale. Le cri silencieux est pour la vérité qui est enterrée sous sa malice calculée. Pour le fait que quelqu'un puisse être si totalement, délibérément maléfique, et s'en tirer, tandis qu'un homme innocent en paie le prix. Je suis ici, parce que sa vengeance l'exigeait. Et cela me rend plus dangereux que n'importe quel criminel, car j'ai vu les véritables profondeurs de la trahison. C'est l'enfer d'être un pion dans le jeu amer de quelqu'un d'autre. La tâche de la magie noire. J'ai vécu une longue vie, toujours en quête du bien. J'ai résolu des différends, offert des conseils, soigné les malades. Ma maison a toujours été ouverte. Jusqu'à ce qu'elle décide qu'il en serait autrement. C'était une femme plus jeune, une parente éloignée, venue me demander conseil sur une affaire personnelle, un litige successoral avec ses frères. J'ai écouté, j'ai offert des conseils équitables, basés sur nos coutumes et les enseignements du Coran. Ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre. Elle voulait que je prenne son parti, que je torde les règles. Quand j'ai refusé, elle est partie en rage. Quelques jours plus tard, des murmures ont commencé. Petit, insidieux. Mamadou s'adonne à la magie noire. Il a jeté une malédiction sur ma famille. Il a utilisé son pouvoir pour voler mon héritage légitime. Elle avait trouvé un marabout, guide spirituel, d'un village lointain, moins scrupuleux que la tradition de ma propre famille, qui a confirmé ses dires. Elle a apporté une petite effigie sombre à la police, affirmant l'avoir trouvée près de ma maison, une preuve de ma sorcellerie. Dans notre pays,
La peur de la magie noire est profonde, réelle. Elle contourne la logique, les preuves. Mes dénégations ont été considérées comme une preuve supplémentaire de mon mal. Seuls les coupables nieraient si véhémentement, disaient certains. Mes propres voisins, qui m'avaient connu toute ma vie, ont commencé à me regarder avec peur, avec suspicion. Je suis emprisonné non par des barreaux d'acier, mais par une toile de peurs ancestrales, exploitée par l'avidité et la malice d'une femme. La tâche de la magie noire, c'est pire que n'importe quelle peine de prison. Elle consume votre âme même, l'œuvre de votre vie, votre bon nom. Mon cri silencieux est pour la perversion de la foi, pour la vérité qui ne peut percer le voile de la superstition, et pour la vie qui est maintenant finie, souillée par un mensonge qui prospère sur l'ignorance. Lassana, la trahison du vrai amour. Elle était tout. Belle, intelligente, passionnée. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avions de grands rêves de changer le monde, ensemble. Elle m'appelait son véritable amour, son âme sœur. Je l'ai cru. Chaque mot. Je lui ai donné mon cœur, ma confiance, tout ce que j'avais. Puis elle s'est mêlée à de mauvaises personnes. Un complot pour escroquer sa famille, pour voler son riche oncle. Elle avait besoin d'aide, disait-elle. Juste pour un petit moment, mon amour. Juste pour avoir assez d'argent pour que nous puissions commencer notre avenir, loin de tout ça. Moi, aveuglé par l'amour, j'ai suivi ses instructions stupides. J'ai signé des documents, déposé de l'argent sur des comptes qu'elle contrôlait, pensant que j'aidais nous. Quand la police est arrivée, elle a pointé le doigt droit sur moi. Il m'a manipulé. Il m'a forcé à le faire. Il a menacé ma famille. Ses larmes étaient parfaites. Son histoire, un chef-d'œuvre de tromperie. Elle a affirmé que j'étais le cerveau, celui qui l'avait contrainte à commettre le crime. Elle a présenté les documents que j'ai signés, les virements bancaires que j'ai effectués, toutes les preuves de ma complicité, comme preuve de ma culpabilité et de son innocence. J'étais le bouc émissaire. Le pigeon. Elle était trop charmante, trop fragile, trop victime d'un homme puissant et manipulateur. Je suis resté là, stupéfait, regardant la femme que j'aimais déchirer ma vie, morceau par morceau calculé, pour sauver sa propre peau. Mon véritable amour m'a trahi. Pas seulement ma liberté, mais ma croyance même en l'honnêteté, en l'humanité partagée. Le cri silencieux est pour la profondeur de cette trahison, pour l'anéantissement de mon innocence, non pas par un étranger, mais par celle à qui j'avais donné mon monde. Je suis ici parce que sa préservation était plus forte que son amour ou sa conscience. Khalifa, le bouclier de l'honneur familial. Mon jeune frère, il avait un problème. Il a mis une jeune femme enceinte hors mariage. Un énorme scandale pour notre famille, pour sa famille. Nos aînés ont essayé de servir de médiateurs. Mais sa famille a exigé le mariage, immédiatement. Mon frère, cependant, a refusé. Il a affirmé que l'enfant n'était pas le sien, un mensonge désespéré. Pour éviter une humiliation totale, pour protéger son avenir et pour défendre l'honneur de la famille, sa famille a décidé d'une mesure drastique. Il leur fallait quelqu'un pour porter le chapeau. Quelqu'un qui serait accusé, afin que la honte puisse être redirigée, contenue. J'étais le cousin célibataire le plus âgé, respecté, mais sans enfant encore. Et ils y ont vu une opportunité. Elle m'a accusé. Khalifa est le père. Il a promis de m'épouser, puis m'a abandonné. Ses parents, ses oncles, ils l'ont soutenu, leurs yeux durs, remplis d'un besoin désespéré de laver le nom de leur famille. Ils savaient que c'était un mensonge. Ma famille savait que c'était un mensonge. Mais qui aurait pu contredire une femme enceinte en larmes, et sa famille puissante et honteuse, sans déclencher une guerre tribale? La police, le tribunal, ils étaient pris entre deux feux. Aucun test ADN n'était facilement disponible ou accepté dans un contexte culturel aussi sensible. Ses larmes, l'insistance de sa famille, le scandale pur et simple qui aurait éclaté autrement. J'ai été le sacrifice. Le bouclier pour la honte de mon frère, pour l'honneur de ma famille. Je suis ici, un homme innocent, emprisonné par un mensonge conçu pour protéger des réputations, pour préserver des structures sociales fragiles. Mon cri silencieux est pour le fardeau injuste de l'honneur familial, pour la vérité enfouie sous le poids de la honte communautaire. Je porte leur honte, leurs secrets et leurs mensonges, pour le bien d'une paix qui me coûte tout. Djibril, l'outil du rival. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Travail acharné, longues heures, transactions astucieuses. Mon rival, un autre commerçant, a toujours jalousé mon succès. Il a essayé de me nuire, mais j'avais toujours une longueur d'avance. Jusqu'à ce qu'il trouve son outil.
C'était une de ses parentes éloignées. Une jeune femme, désespérée d'argent, ou peut-être simplement facilement manipulable. Il l'a poussée à le faire. L'a convaincue de m'accuser de quelque chose d'impensable. Djibril s'est imposé à moi, a-t-elle affirmé. Il m'a promis de l'argent, puis a profité de moi. Le moment était parfait. Juste au moment où j'étais sur le point d'obtenir un contrat majeur. Juste au moment où ma réputation était à son apogée. L'accusation s'est propagée comme un poison. Mes associés, mes clients, ils se sont retirés. Nous ne pouvons pas être associés à un tel scandale, ont-ils dit. Son témoignage, préparé et répété, était impeccable. Ses larmes, sa détresse feinte, convaincante. Mon rival se tenait en arrière-plan, une ombre, tirant les ficelles. Il lui a fourni des preuves, des faux documents, des histoires fabriquées par des témoins qu'il avait payés. La police, les tribunaux, ils ont vu un homme puissant et une femme vulnérable, une affaire simple à leurs yeux. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma richesse, ma réputation. Tout ça à cause d'une fausse accusation, orchestrée par un rival qui a utilisé le corps d'une femme et ses mensonges comme une arme. Mon cri silencieux est pour l'injustice d'être un pion dans la guerre de quelqu'un d'autre, pour la destruction de l'œuvre d'une vie par une malice calculée. Je suis ici, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qu'il a payé pour dire. Moussa, le bouc émissaire pratique. Je travaille dur. Je conduis un taxi. Je subviens aux besoins de ma famille. J'essaie de ne pas avoir d'ennui. Un soir, j'ai pris une femme. Elle pleurait, bouleversée. Elle disait que son sac avait été volé. J'ai proposé de l'emmener au poste de police. Je pensais faire une bonne action. Au poste, elle m'a soudainement pointé du doigt. « C'est lui !» a-t-elle crié. « Il a volé mon sac. Il m'a menacé avec un couteau. » J'étais sidéré. Confused. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je n'avais pas de couteau. Je n'avais rien fait d'autre que l'aider. Plus tard, j'ai compris. Sa famille était lourdement endettée. Elle avait gaspillé une somme d'argent importante destinée à quelque chose d'important. Peut-être une dot ou un investissement crucial. Elle ne pouvait pas admettre son erreur. Elle avait besoin d'un bouc émissaire, rapidement. Un étranger, un chauffeur de taxi, facile à blâmer. Et j'étais là. Une cible pratique. Elle a fourni une histoire détaillée et convaincante. Ses larmes, ses mains tremblantes, son traumatisme apparent. La police m'a regardé, un homme simple, sans voix sous le choc, incapable d'exprimer mon innocence face à son mensonge soigneusement construit. Mon silence perplexe a été interprété comme de la culpabilité. Je suis ici parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour prendre le blâme de son propre échec. Une femme en détresse, un chauffeur de taxi, le récit s'est écrit tout seul. Mon cri silencieux est pour la cruauté aléatoire des circonstances, pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, et pour la simple vérité qui peut être si facilement écrasée par un mensonge désespéré. Je suis juste un homme qui a essayé d'aider, et maintenant je paie le prix pour la commodité de quelqu'un d'autre.